Bonjour et bienvenue dans la quotidienne Linum, la version condensée. Elle dure quelques minutes et c'est l'essentiel de l'ActuTech. Je vous rappelle que si vous voulez savoir tout ce dont on a parlé ce matin en live, il existe aussi la version replay complète. En tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup d'actu puisqu'on n'était pas là hier. On perd pas de temps, c'est parti. Commençons avec les smartwatches, les montres connectées. Entre l'Apple Watch 7 qui va arriver bientôt, Bugatti qui lance une campagne de Kickstarter pour sa nouvelle montre et les Samsung Galaxy Watch 4 qui prennent beaucoup de place en ce moment, eh bien Fossil a annoncé sa nouvelle génération de montres. Ce sont les Gen 6 Touchscreen, donc les 6e génération de montres, qui notamment embarquent pour la première fois un SoC Qualcomm, le 4100 Plus. Alors déjà on l'attend au tournant, puisque je vous rappelle que les SoC Qualcomm précédents étaient vraiment pas foufou en termes de puissance et d'autonomie, à voir ce que donnera cette nouvelle référence. Mais ce qu'on attend aussi de voir, c'est peut-être aussi le suivi de ces montres, car elles ne sont pas encore sorties et elles sont déjà un petit peu datées. En effet, les Gen 6 de Fossil tourneront sous Wear OS 2 et ne passeront qu'au fameux Wear OS 3 qu'à un moment en 2022, selon le constructeur. Un flou artistique n'est pas top pour une annonce. Après votre poignée, on va passer à vos oreilles avec pas mal de nouveautés son aussi de ce côté-là et des gros constructeurs et des références que vous connaissez qui viennent passer à leur nouvelle version. On va aller du moins cher au plus cher. On commence avec Jabra qui annonce pas moins de 3 nouveaux modèles dans sa gamme Elite qui est très populaire en termes de rapport qualité-prix. Nous avons des Elite 7 Pro, des Elite 7 Active et des Elite 7 3 pour 200 €, ce qui est un prix plutôt haut de gamme. Et Elite 7 Active devrait à peu près accueillir tous les derniers raffinements et toutes les dernières fonctionnalités en termes intra-auriculaires. Nous avons notamment une isolation du son et des voix qui serait très avancée et qui se baserait en même temps sur une technologie de conduction osseuse pour améliorer la qualité des appels côté Elite 7 Pro. Côté Elite 7 Active, on abandonnerait cette fonctionnalité assez novatrice pour se concentrer sur le revêtement, qui serait un revêtement en silicone qui agripperait beaucoup mieux et tiendrait beaucoup mieux dans les oreilles pour évidemment vos activités sportives les plus secouantes. On termine enfin avec les Elite 3 qui, eux, pour moins de 80 €, abandonneront beaucoup de fonctionnalités, dont la réduction de bruit active. À voir en tout cas, puisque depuis que Jabra s'est lancé sur le marché avec beaucoup de succès, beaucoup de concurrents dans tous ces tarifs se sont placés. On reste dans le son et on augmente un petit peu puisque ce coup-ci on va parler d'écouteurs intra-auriculaires encore qui montent à 300 €. Ce sont les Philips Fidelio T1. C'est l'entrée de Philips dans le marché des intra-auriculaires après être revenu dans le marché des casques à arceaux. Alors pour 300 €, on vient s'attaquer quand même au ténor du marché du côté de chez Devialet, du côté de chez Sony, du côté de chez Bang & Olufsen et d'Apple. Philips est assez confiant là-dessus puisque leurs écouteurs, en plus d'offrir un peu tous les derniers raffinements technologiques et offrir aussi une ligne, à vous de juger leur design, mais qui mêle du plastique, du métal et du cuir, eh bien, utiliserait une structure sonore avec 2 haut-parleurs qui seraient empruntés au Bose Wilkins PI7 et qui, normalement, selon Philips, évidemment, ferait des miracles et offrirait un son bien supérieur à la concurrence. On a vraiment très hâte de tester ces écouteurs. On termine enfin nos news côté son et on monte un petit peu encore la tirette du porte-monnaie à 350 €. Mais c'est le fameux Bose, le Quiet Comfort 45. Vous savez que le Bose QC35 de son petit nom est une référence absolue dans le milieu des casques à réduction de bruit actif. C'est vraiment le leader et la référence, notamment avec le Sony WH-1000X M4. Eh bien, la nouvelle version est arrivée avec des améliorations dans la construction, des améliorations dans la connectivité qui passe à l'USB-C et des améliorations notamment dans les fonctionnalités et les qualités sonores, notamment durant les appels. À voir en tout cas si Bose arrivera à tenir sa promesse et si ce QC45 va vraiment se démarquer de l'indétrônable et l'incoulable QC35, puisque je vous rappelle, le prix d'appel de ce QC45 pour l'instant est de 350 €, un tarif très élevé, sachant que sur les numériques, on vous relaie souvent des bons plans pour le QC35 à moins de 150 €. On verra en tout cas avec les premiers tests. On continue avec le logiciel et les OS. Windows 11 va arriver et ce sera pour le 5 octobre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, je vous rappelle encore une fois, attendez de voir les early adopters et les kamikazes tester tout ça et voir s'il y a des bugs ou des choses un peu critiques pour votre ordinateur. Mais la réserve qu'on a, c'est on apprend que la compatibilité avec les apps Android, qui était une fonctionnalité un peu phare mise en place et mise en avant par Microsoft, ne sera pas disponible au lancement et n'arrivera pas avant 2022. De là à dire que Windows 11 n'est qu'une surcouche très améliorée de Windows 10, il n'y a qu'un pas. En tout cas, nous évidemment, on se mettra dessus et on testera ça dès que possible. Passons maintenant à l'automobile et aux voitures. On va commencer par des usines de voitures à l'arrêt.
La première, c'est celle de General Motors qui construit et qui fabrique les Chevy Bolt. Je vous rappelle, ce sont ces berlines compactes électriques très populaires. Et je vous rappelle aussi, si vous avez regardé cette quotidienne dernièrement, que ces véhicules sont un peu prompts à prendre feu. C'est un peu compliqué. On a eu quelques cas en 2019, d'autres en 2020 et encore plus en 2021 qui ont poussé General Motors à rappeler tous ces véhicules. Une opération qui pourrait coûter 2 milliards de dollars. Une note que General Motors pourra peut-être essayer de faire payer à LG, puisque je vous rappelle que les Chevy Bolt sont animés par des batteries du géant coréen, batteries qui seraient fautives selon General Motors, qui en tout cas pour l'instant non seulement a rappelé tous ses véhicules, mais refuse d'en fabriquer d'autres et donc à stopper ses usines, le temps que LG lui garantisse que ces batteries en tout cas sont vraiment stables et vraiment fiables. Une autre usine à l'arrêt, mais ce coup-ci c'est une usine française, c'est l'usine du géant Stellantis. Je vous rappelle, c'est le groupe qui possède 14 marques de voitures, dont notamment Peugeot. Ce coup-ci, on est dans une raison plus classique, on va dire, puisque c'est évidemment la pénurie de composants et de chipsets qui touche le monde entier et beaucoup l'industrie automobile qui force en fait Stellantis à mettre ses usines à l'arrêt. Les travailleurs également sont à l'arrêt et on en a beaucoup parlé ce matin dans le live. Arrêter une usine de voiture et la redémarrer, ça coûte vraiment très très cher. Donc on voit aujourd'hui à quel point l'industrie automobile est vraiment étranglée par ces pénuries. Continuons maintenant à parler de voitures, mais plutôt de taxis et de VTC et de taxis de VTC du futur avec deux constructeurs et deux pistes différentes. La première, c'est Renault qui, avec sa marque Mobilize, va proposer une voiture électrique dédiée aux compagnies de taxi et aux VTC, puisque en fait la voiture en elle-même n'est pas vraiment une révolution, elle s'appelle la Limo, mais cette voiture est innovante dans son mode de paiement. On pourra évidemment s'abonner pour y accéder, voire l'utiliser à la demande, un peu comme aujourd'hui on va chercher un Vélib. Ça permettra notamment à certains VTC de pouvoir utiliser de manière ponctuelle un véhicule pour arrondir leur fin de mois, par exemple, sans s'engager en tout cas dans un paiement complet d'un véhicule neuf. À voir si ça fonctionnera, c'est une nouveauté pour Renault et en tout cas chez Mobilize on est assez confiant. On continue avec l'avenir des taxis et ce coup-ci on va aller du côté de chez Hyundai et de leur sous-marque Motional qui est donc une marque dédiée en tout cas aux taxis du futur. Là on ne change pas un business model puisque cette voiture sera normalement vendue à voir, mais on change surtout la technologie puisque Motional rentre dans la grande bataille et la grande guerre des voitures taxis autonomes. Et ils ont présenté aujourd'hui leur véhicule, ce sera à la base du très beau Ioniq 5 de Hyundai sur lequel on aura collé évidemment plein de capteurs et des lidars dans tous les sens pour en tout cas en faire un taxi autonome. Celui-ci pourrait être utilisé par Lyft, qui serait leur premier client dès 2023, et atteindre un niveau d'autonomie de level 4. Je vous rappelle que le level 4 d'autonomie, il y en a 5, vous permet en tout cas de vous passer d'un superviseur humain dans le véhicule, mais le véhicule ne pourra pas en tout cas effectuer toutes les manœuvres. Donc j'imagine que ce seront pour l'instant des taxis dans des zones limitées et définies par le constructeur et aussi peut-être par la loi. Maintenant qu'on a parlé du futur, parlons de quelque chose qui pourrait arriver même dans le présent et très vite, une grosse tempête solaire. Alors évidemment, le soleil est en activité, ça produit des fois des très belles aurores boréales dans le ciel, mais que se passerait-il s'il y avait vraiment une très très grosse tempête solaire? C'est l'étude, et c'est la conclusion un peu alarmiste, d'une chercheuse de l'Université de Californie, Sangeeta Abdul-Jyoti, qui pense qu'en fait, on a une chance entre 1,6 et 12% d'être frappé par une tempête solaire majeure, tempête qui pourrait mettre à terre toutes les infrastructures et de télécommunications notamment et de communication autour de la planète. Ce serait vraiment une énorme catastrophe. On pourrait notamment avoir ce qui s'est passé en 1859, à l'époque d'une dernière tempête solaire enregistrée, en tout cas, où tous les télégraphes avaient été bloqués car les centrales étaient un peu tombées, mais tous les télégraphes continuaient à fonctionner parce que l'électricité balancée un peu sur la planète permettait aux gens quand même de communiquer. C'était assez étrange. Ici, on aurait quand même quelque chose de très dur puisque si certaines connexions comme la fibre ne seraient pas touchées, d'autres très stratégiques, comme notamment les câbles sous-marins, pourraient être très très détériorés par ces radiations et on pourrait se retrouver avec un Internet coupé d'un coup d'un seul sur une grosse partie de la planète. Imaginez encore une fois, au-delà de votre Freebox chez vous ou de votre téléphone, ce qui pourrait se passer sur des data centers, sur des services publics, sur des systèmes de transport, etc., etc. Ça pourrait être très très grave. En tout cas, l'étude est plutôt prise au sérieux et je vous invite à aller voir la très bonne traduction qui est sur notre site. Avant qu'Internet tombe et qu'on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où des gens seront là genre «Ah, je ne peux plus poster sur Instagram», eh bien parlons de déjà ce qui se passe sur les App Store actuellement. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de procès, que ce soit des class action ou que ce soit le procès entre Epic
et Apple et Epic et Google qui sont en train de se dérouler, eh bien, il y a aussi des procès et des bras de fer qui se déroulent avec les gouvernements. Encore une fois, en ligne de mire, les fameuses pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles d'Apple et Google sur leurs écosystèmes iOS et Android, et aussi un petit peu les marges qu'ils prélèvent, ces fameuses marges de 30% sur toute dépense effectuée via leur store qui, de manière officielles ou officieuses, sont des monopoles sur chacun de ces écosystèmes. En tout cas, le gouvernement de Corée du Sud a tranché de manière assez claire. Ils vont forcer en Corée du Sud, Apple et Google, à ouvrir les options de paiement pour tous les développeurs de leurs App Store et qui pourront du coup passer par d'autres plateformes que celles d'Apple et de Google. Ça pourrait être PayPal, ça pourrait être Visa, Mastercard, Atos, World Online, bref, plein de paiements qui pourraient coûter, non pas 30%, mais entre 1 et 3% aux développeurs qui retrouveraient ainsi leur marge. Alors évidemment, les deux géants ont protesté, arguant qu'un App Store, ça coûte déjà beaucoup d'argent à entretenir, ça offre de la visibilité aux développeurs, ça offre aussi une praticité puisque tout est centralisé sur les téléchargements, les mises à jour, etc., etc. Et puis aussi, c'est un énorme coup de boost pour les développeurs puisque ce sont les endroits les plus sécurisés pour les clients pour venir dépenser avec un seul numéro de carte bleue par rapport à un Far West où chaque site, chaque app plus ou moins honnête pour avoir son propre système de paiement. Et voilà. Donc entre des arnaques et la flemme de créer des nouveaux comptes et rentrer sa carte bleue à gogo, l'argument d'Apple et Google se tiennent. Ensuite, se tiennent-ils jusqu'à 30% de marge prélevée sur les développeurs? À voir. On a d'ailleurs vu hier aussi que lors du procès entre Epic et Google, un petit mail encore une fois montrait que Google faisait une marge brute opérationnelle de 62% sur son App Store en 2019 et gardait ainsi 8 milliards de dollars sur les 11,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires qu'il pouvait faire. En parlant de marge, parlons maintenant d'un propriétaire de Bitcoin qui s'est fait un peu marger à 95% sur sa fortune, puisqu'il y avait plusieurs milliers de Bitcoins en 2018 qui ont été volés par deux adolescents, Benedict Thompson et Oliver Reed. Ces deux Anglais mineurs mais plutôt ingénieux avaient mis en place un malware pour dérober la fortune d'un certain Andrew Schrober. Ce dernier a mis en place une enquête privée qu'il a financée lui-même pour retrouver les voleurs, qu'il a retrouvé. Et Andrew étant un gars plutôt cool, pour quelqu'un qui s'est fait voler littéralement aujourd'hui pour plus d'1 million de dollars de Bitcoin, eh bien au lieu d'envoyer la police, il a envoyé un mail plutôt sympa aux parents des deux adolescents pour dire écoutez, vos enfants sont des gens très intelligents, ils ont fait quelque chose de mal, je ne voudrais pas ruiner leur avenir. Rencontrons-nous, rendez-moi mes bitcoins et comme ça on n'ira pas voir les forces de l'ordre et voir la police et ça peut s'arranger très bien. Sauf que son mail n'a reçu aucune réponse. Du coup, Andrew a envoyé un deuxième mail en 2020 qui n'a reçu toujours aucune réponse de la part des parents. Du coup, aujourd'hui, Andrew attaque avec la justice aujourd'hui les deux pirates qui sont majeurs, mais aussi leurs parents. Et ces derniers pourraient prendre vraiment très très cher en termes pénal et aussi en termes financiers. On verra à combien de bitcoins ça s'élève. Mais vraiment, bon, la prochaine fois que vous volez une victime et que cette victime est sympa avec vous, c'est le moment d'en profiter. En parlant de mineurs, on va pas parler de hackers mineurs, mais ce coup-ci de gamers mineurs, donc les jeunes qui jouent beaucoup peut-être aux jeux vidéo, beaucoup trop, selon le gouvernement chinois. Ce dernier qui est en pleine phase un peu de serrage de boulon à tous les étages autour du numérique, donc que ce soit les géants, mais aussi maintenant les joueurs, eh bien avait déjà des restrictions. Si vous n'arriviez pas à prouver en vous inscrivant sur des comptes de jeux vidéo et des serveurs que vous étiez majeur ou à partir d'un certain âge, vous étiez déjà restreint à une époque à 1h30 de jeux vidéo par jour, notamment en semaine. Cette restriction va devenir beaucoup plus drastique puisque la plupart des mineurs en Chine aujourd'hui qui veulent jouer à des jeux en ligne, eh bien, ils vont se retrouver limités à 1 heure le vendredi, 1 heure durant tout le week-end et 1 heure sur les jours fériés de jeux vidéo, et ce pas plus. Sachant qu'en Chine, eh bien, la plupart des jeux vidéo sont des jeux qui demandent une certification et une authentification en ligne pour jouer, qu'ils soient multi ou qu'ils soient solo. Ça va en tout cas mettre un énorme coup de fouet peut-être à la productivité et aux notes des élèves chinois, mais un énorme coup de massue sur l'industrie du jeu vidéo là-bas. Pour terminer cette quotidienne condensée, et puisque c'est peut-être l'heure de manger chez vous, je vais vous donner faim, ou pas, puisque je vais vous montrer un bout de viande plutôt appétissant. Regardez, c'est un bout de viande de bœuf Wagyu, je vous rappelle, plus connu sous le nom de bœuf de Kobe, ce fameux bœuf qui est élevé dans des conditions vraiment luxueuses au maximum, qui est massé tous les jours, nourri à la bière, vous connaissez la légende, pour offrir cette fameuse viande avec une texture aussi marbrée. Je sens que les viandards qui nous regardent salivent et que les véganes salivent un peu moins. En tout cas, on va peut-être pouvoir
réconcilier tout le monde puisque des chercheurs japonais auraient réussi à imprimer en 3D, écoutez, une viande synthétique reprenant la structure de cette fameuse viande de bœuf Wagyu. En prélevant notamment des cellules souches de ces bœufs, ils ont réussi à recréer les muscles, les tissus et la graisse, cette fameuse structure, pour recréer une viande qui évidemment posséderait les qualités gustatives de la viande de bœuf, sans utiliser évidemment d'animal pour les gens qui sont sensibles à la cause, et sans utiliser aussi des ressources gigantesques pour les écologistes qui sont sensibles à la cause. Avant, en tout cas, je vous rappelle que le business de l'impression 3D ne se résume pas à se créer des petites figurines customisées, mais s'applique à de plus en plus de secteurs et de recherches, notamment dans la santé avec les fameux ghost organes, les organes artificiels, et maintenant justement des petits bouts de viande qu'on va pouvoir recréer, à voir si demain, vous n'aurez plus de robots cuiseurs, mais de robots imprimeurs pour pouvoir régaler tout le monde chez vous. Et c'est sur cette belle vision appétissante que je vous laisse. Merci en tout cas d'avoir regardé cette quotidienne condensée du numérique. Je vous rappelle que si vous voulez voir l'intégralité des news et des actus et des débats auxquels nous avons participé et discuté ce matin en live, vous avez évidemment le replay complet qui est également disponible sur la chaîne. Merci de vos abonnements, merci de vos pouces bleus, merci de vos commentaires, merci de vos partages. Encore une fois, propager la bonne parole, s'il vous plaît, pour que cette quotidienne soit tous les jours un peu plus vue. Merci en tout cas aussi à l'équipe de Réal. On se retrouve nous dès demain en fin de journée pour une quotidienne condensée.